RFI, il est minuit et demi à Paris, 1 heure de moins à Kinshasa. Et place à Zéphirin Quadio pour Afrique Soir. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le retour au pays d'Étienne Tshisekedi. Le vieil opposant congolais est attendu à Kinshasa le 27 juillet. Annonce faite ce soir par le secrétaire général de l'UDPS. Ses partisans pourront l'accueillir à certaines conditions, prévient le commissaire provincial de Kinshasa. En attendant, ce lundi, la conférence épiscopale nationale du Congo s'est portée, elle, au chevet du processus de dialogue national. Processus mis à mal ces dernières heures par une partie de l'opposition au président Joseph Kabila. Nous entendrons le secrétaire général adjoint de la Senko. À suivre à Brazzaville, sur l'autre rive du Congo, la condamnation de l'opposant Paulin Makaya, le président de l'UPC, en prison depuis novembre dernier, a été condamné ce lundi matin à 24 mois de prison ferme pour incitation au trouble à l'ordre public. À suivre aussi le procès de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. L'ex-première dame est poursuivie pour crime contre l'humanité devant la cour d'assises pour son rôle présumé dans les violences post-électorales de 2010-2011. Ce lundi, les débats ont porté notamment sur le bombardement du marché d'Abobo. Également au sommaire, gros plan sur la situation en Gambie à 5 mois de l'élection présidentielle. Dans un quart d'heure, juste après le journal, nous ferons le point avec Fatou Jagne Senghor, directrice régionale de l'association de défense Article 19. Le vieil opposant congolais était en soins à Bruxelles depuis août 2014. Son retour au pays, maintes fois annoncé, a toujours été reporté. Cette fois, il se confirme. Étienne Tshisekedi est attendu mercredi à Kinshasa. Le patron de l'UDPS doit participer à un meeting de l'opposition le 31 juillet. Toutes les dispositions ont été prises en concertation avec le gouverneur de la capitale pour préparer ce grand retour. Les partisans du Sphinx de Limete, comme on l'appelle là-bas, pourront venir bien sûr l'accueillir, mais ils doivent respecter certaines consignes, prévient le général Kanyama, commissaire provincial de Kinshasa. Accueillir M. Étienne Tshisekedi dans son pays, ce n'est pas un problème, sauf qu'il faudrait respecter un certain nombre de consignes. Nous avons eu à échanger avec les amis, particulièrement le secrétaire général de l'IDPS, une réunion qui nous a pris au moins 1 heure. On s'est attendu sur un certain nombre de choses, entre autres pour les gens qui doivent accéder dans les installations aéroportuaires, au total 57 personnes, et que nous devons, comme police, assurer la sécurité de M. Tshisekedi pour l'amener chez lui. Et pour la population, si la population ou les militants de l'UDPS souhaitent l'accueillir? Oui, mais on n'empêche pas les gens pour accueillir un de leurs. On n'empêche pas, mais il faudrait ne pas perturber la liberté d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il faudrait laisser libre circulation pour que la journée soit normale comme ça se passe tous les jours. Donc ils ne peuvent pas occuper les 2 voies de circulation parce que non, ce n'est pas possible, mais si vous occupez les 2 voies, je crois que ça peut perturber le trafic. Nous avons largement échangé avec les amis pour qu'ils doivent éviter la provocation, ils doivent éviter de s'attaquer à d'autres biens du pays. Et je crois qu'accueillir quelqu'un ne signifie pas créer les désordres. Le général Kanyama, interrogé par Sonia Rollet pendant ce temps, l'UDPS continue de mobiliser pour accueillir son leader. L'occasion, 2 ans après son départ pour la Belgique, de mesurer sa popularité dans la capitale. Et c'est dans ce contexte que la conférence épiscopale tente d'apaiser le climat autour du processus de dialogue national. Dans une déclaration ce lundi à Kinshasa, la conférence épiscopale affirme soutenir le dialogue national dont le facilitateur, je vous le rappelle, désigné par l'Union africaine, a été récusé hier par le rassemblement de l'opposition au président Joseph Kabila. L'Église catholique de la RD Congo souhaite également que ce dialogue se tienne au mois d'août prochain. Les évêques demandent aussi des signes forts de bonne volonté pour la tenue de ce dialogue voulu par le chef de l'État. L'abbé Donatien Ncholet est le secrétaire général adjoint de la conférence épiscopale nationale du Congo. Le Congo est un tout qui vaut plus que les intérêts des partis et des personnes, considérant l'intérêt supérieur de la nation et faisant appel au sens élevé de responsabilité politique et de patriotisme exemplaire. Nous demandons à tous les acteurs politiques de faire diligence pour se mettre autour d'une table en vue du dialogue national que nous voulons sincère, qui s'avère être la voie incontournable pour relancer le processus électoral dans le respect de la Constitution et éviter ainsi le chaos. Vu l'urgence, nous les exhortons à tenir ce dialogue dans le courant du mois d'août. Tout ajournement ne ferait qu'aggraver les tensions. L'heure n'est plus donc à monter les enchères,
de nature à prolonger l'attente. Le dossier de préalable à remplir, dont les uns et les autres attendent les réponses, pourra être vidé dans le cadre du comité préparatoire du dialogue. L'abbé Donatien Cholet, des propos recueillis par Kamanda Wakamanda Mouzambé. Je rappelle également que malgré sa récusation par le rassemblement de l'opposition, le facilitateur de l'Union africaine, Edem Kodjo, a reçu ce lundi une délégation du MLC conduite par le secrétaire général adjoint Fidel Babala. À noter aussi le meeting du rassemblement à Lubumbashi interdit par le maire de la ville selon une lettre dont RFI a reçu copie. Prévu comme à Kinshasa le 31 juillet, il ne pourrait pas se tenir selon un courrier du maire adressé au président fédéral de l'UDPS car toute manifestation est interdite jusqu'à nouvel ordre. À l'écoute de RFI, il est 23h35 à Brazzaville où Paulin Makaya a été reconnu coupable d'incitation au trouble à l'ordre public. L'opposant congolais en prison depuis novembre dernier a été condamné ce lundi matin à 24 mois de prison ferme. Peine assortie d'une amende de 2,5 millions de francs CFA, soit environ 3 800 €. L'opposant devra également verser un franc symbolique à l'État congolais. Paulin Makaya est le président de l'UPC. Il était pressenti comme l'un des possibles candidats à la présidentielle de mars dernier. La justice lui reproche d'être l'un des principaux instigateurs de la manifestation du 20 octobre dernier contre le changement de constitution qui a permis à Denis Sassou Nguesso d'être réélu. Manifestation qui avait tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. La défense avait demandé sa relaxe. On fait le point avec Florence Maurice. 2 ans de prison ferme, c'est moins que les 5 années réclamées par le procureur. Mais pour Maître Ibwanga, avocat de Paulin Makaya, c'est déjà beaucoup trop. Il dénonce une absence de preuves et promet de faire appel. Cette condamnation est illégale. Il n'a pas été rapporté les preuves justificatives de cette infraction. 1. On n'a pas rapporté l'existence d'un préjudice. 2. On n'a pas présenté les personnes que M. Paulin Makaya aurait incité à troubler l'ordre public. 3. Aucun procès verbal de constat de destruction qui a été présenté. Même incompréhension du côté des partisans de Paulin Makaya. Éloi Destin Sikula, membre de l'UPC, parle d'une mascarade judiciaire. Et selon lui, si quelqu'un a troublé l'ordre public en octobre dernier, ce sont en fait les autorités. Les faits qui nous sont reprochés, c'est avoir marché le 20 octobre 2015. Mais c'était pour dire non au changement de la Constitution, pour la stabilité des institutions de la République. Nous disons que c'est le pouvoir qui a tourné l'ordre public pour aujourd'hui se maintenir au pouvoir contre la volonté du peuple congolais. Donc c'est le pouvoir qui peut répondre sur cette infraction et non Paulin Makaya qui est victime d'une machination politicienne du pouvoir en place. À plusieurs reprises, l'organisation Amnesty International a demandé la libération de Paulin Makaya, qu'elle considère comme un détenu politique. Florence Maurice, en Centrafrique, les salariés toujours retranchés dans l'usine de la SUCAF à Ngakobo. Une partie de la population a fui dans les environs. Une autre est retranchée avec les salariés, pas par solidarité, mais par peur des affrontements. La localité de Ngakobo, située à 30 km de Bambari, a été attaquée samedi par d'ex-rebelles Seleka et des Peuls armés. Un colonel du groupe armé d'Ali Daras est venu ce lundi matin pour tenter une conciliation ou autre chose, selon le directeur de la SUCAF. Mais personne n'a souhaité discuter avec lui. Le bilan s'élève désormais à 5 morts et on compte une quinzaine de blessés. La Côte d'Ivoire à présent et le procès de Simone Gbagbo à Abidjan. L'ex-première dame comparaît pour crime contre l'humanité devant la cour d'assises pour son rôle présumé dans les violences post-électorales en 2010 et 2011. Ce lundi, les débats ont porté notamment sur le bombardement du marché de la commune d'Abobo à Abidjan. Compte rendu d'audience, Frédéric Gara. Cette journée d'audience a vu passer plusieurs victimes des bombardements du marché Siaka Koné d'Abobo le 17 mars 2011. Plusieurs commerçants maliens ou ivoiriens qui ont été blessés ou qui ont perdu leurs proches sous les tirs d'obus témoignent. Chacun, à sa manière, accuse l'ex-première dame d'avoir passé l'ordre de s'attaquer à ce bastion pro-Ouattara. Impassible, assise sur une chaise derrière les témoins, Simone Gbagbo écoute. Mi-exaspéré, mi-ironique, en revanche, l'un de ses avocats, Rodrigue Dadje, malmène un peu le dernier témoin de la journée. Madame Fofana, commerçante d'Abobo, assure que c'est Simone Gbagbo qui a passé l'ordre de bombarder ce marché. Ses motivations, parce que le quartier était réputé pro-Ouattara, affirme cette femme, dont la sœur a été blessée par plusieurs éclats d'obus. Mais vous avez dit devant le président que tous les camps politiques vivaient à Abobo, souligne maître Dadje, tentant ainsi de faire trébucher le témoin devant des approximations. Après plusieurs minutes,
minutes, le président du tribunal coupe l'avocat qui insiste sur ses apparentes contradictions. Le témoin vous a dit qu'il était convaincu que Mme Gbagbo avait donné l'ordre de bombarder. L'avocat s'incline face au maître des débats et conclut la séance par ces mots « Je croyais que l'on jugeait ma cliente sur des faits et pas sur des convictions ». Frédéric Gara, Abidjan, RFI. Dans l'actualité également, le chef de la diplomatie iranienne en déplacement au Nigeria, première étape d'une visite de 6 jours sur le continent africain qui mènera Mohamed Javad Zarif et les chefs d'entreprise qui l'accompagnent au Ghana, en Guinée-Conakry et au Mali. C'est la 3e visite en Afrique du ministre iranien depuis février 2015. Rappelons que l'intérêt de Téhéran pour l'Afrique est stratégique dans un contexte de guerre d'influence entre l'Iran et l'Arabie Saoudite dans le monde musulman. C'est donc une visite plus politique qu'économique, comme nous l'explique Bernard Ourcade, auteur de Géopolitique de l'Iran. Les relations commerciales entre l'Afrique et l'Iran sont très faibles. À chaque fois qu'il y a une visite ministérielle, on ressort avec des projets de contrats mirifiques. La réalité est très loin de cette annonce. Et donc pour l'instant, l'Iran d'ailleurs, d'une façon globale, est enfermé sur lui-même à cause des sanctions qui n'ont pas encore été levées de facto. Il faudra plusieurs années avant que l'Iran redevienne un pays industriellement compétent. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu est plus d'essayer de faire en sorte que d'autres pays musulmans, essentiellement l'Arabie Saoudite, ne prennent pas trop de place. Et il y a actuellement une compétition entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, en Afrique notamment, à celui qui donnera le plus d'argent pour avoir des relations politiques privilégiées. Et c'est là que la compétition est intéressante. L'Afrique devient un champ de bataille, ou disons un enjeu pour l'instant, entre ces deux puissances régionales du Moyen-Orient concernant le monde islamique. Bernard Ourcade, interrogé par Anthony Latier. Direction le Zimbabwe, où Robert Mugabe veut garder la main malgré la volte-face des vétérans qui ont été parmi ses soutiens les plus forts tout au long de son règne. Ce sont eux, les anciens combattants de la guerre d'indépendance du Zimbabwe à la fin des années 70, qui avaient placé Mugabe à la tête du pays. Mais jeudi dernier, ils ont publié un communiqué au vitriol contre le régime de Robert Mugabe, devenu, selon eux, je cite, dictatorial. Mais ce week-end, le pouvoir en place a voulu réaffirmer son autorité. Explication à Amaury Auchard. La réponse du gouvernement aura été rapide et cinglante. 2 jours après le communiqué des vétérans, c'est le ministre en charge des anciens combattants lui-même qui a réagi. Il a expliqué avoir ouvert une enquête pour, je cite, déterminer les auteurs et leurs intentions afin de les traduire en justice. Et Walter Tafoumaneïd a ajouté « Ce communiqué des vétérans est une traîtrise et un acte qui trahit la démocratie constitutionnelle du Zimbabwe. » Il faut dire que ce revirement des anciens combattants fragmente un peu plus la ZANU-PF, le parti au pouvoir au Zimbabwe. Déjà en décembre 2014, plusieurs poids lourds du parti, dont Joyce Majuru, sa vice-présidente, avaient été démis de leurs fonctions. Et entrée depuis dans l'opposition, Majuru est devenue une candidate crédible à la succession de Mugabe. Les anciens combattants, eux, ont annoncé en juin leur soutien à Emmerson Mnangagwa, l'actuel vice-président et autre dauphin possible de Mugabe. Enfin, une 3e aile de la ZANU-PF place Grace Mugabe, la femme du président et de 41 ans, sa cadette, comme future probable présidente du Zimbabwe. Robert Mugabe, lui, compte bien se présenter à sa propre succession en 2018. Il aura alors 94 ans. Amaury Auchard. Également dans l'actualité, l'acte de contrition de Kofi Olomide plongé au cœur d'une polémique après l'agression ce week-end de l'une de ses danseuses. Une vidéo diffusée sur Internet montrant la star de la rumba congolaise donner un coup de pied à sa danseuse à l'aéroport de Nairobi a suscité une vague d'indignation. Déjà condamné en 2012 pour coups et blessures, Kofi Olomide a été arrêté puis expulsé du Kenya où il devait se produire le soir de l'incident. Notez par ailleurs qu'en Zambie, un concert prévu cette semaine est également annulé. Ce lundi, Kofi Olomide a dit regretter son geste. Je suis un être humain. J'ai beau être comme on dit, une superstar, mais je ne suis pas un Superman. Je ne suis qu'un humain. C'est-à-dire avec toutes les faiblesses inhérentes à l'être humain. Ce qui s'est passé, je me le reproche infiniment. Au plus profond de moi-même, j'ai un regret infini. Je n'aurais pas dû agir sous la colère comme ça s'est passé. Je ne cherche pas là à vous dire pourquoi j'ai été amené à être dans cet état de colère. Je ne veux pas d'excuses, parce que ce que j'ai fait est inadmissible. Je demande à mes amis de ne pas cesser de me considérer tel quel. Il s'est agi de moments de folie, de moments d'égarement. Je présente mes excuses à tous les amis, à toutes les femmes, à toutes les dames, à toutes les filles. J'ai dit pardon. Je me suis trompé, j'ai commis une faute que je regrette amèrement. Je ne recommencerai pas. Kofi Olomide joint par Carole Valade.
Afrique Soir sur RFI. Zéphirin Quadio. À l'écoute de RFI, il est minuit 45 à Paris. À suivre le journal des sports avec Hugo Moissonnier. Les morceaux choisis d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Mais tout de suite, l'invité de la rédaction. Tour de vis en Gambie. À 5 mois de l'élection présidentielle, la justice a condamné le chef de l'opposition et 17 militants à 3 ans de prison ferme. Tous avaient été arrêtés au mois d'avril dernier lors de manifestations pour réclamer des réformes politiques. Ces condamnations sont vivement dénoncées par les associations de défense des droits de l'homme et notamment par l'association Article 19. Sa directrice en Afrique de l'Ouest, Fatou Jagne Senghor, estime cependant que la situation est en train de changer en Gambie. Fatou Jagne Senghor, invitée de la rédaction, est au micro d'Anne Kantner. Bonjour Fatou Jagne Senghor. Bonjour. Vous êtes directrice régionale de Article 19. Alors comment interpréter donc ce tour de vis très sévère contre l'opposition ? Est-ce que c'est un avertissement avant l'élection présidentielle de la fin de l'année ? Oui, un avertissement, mais en même temps aussi un signe de faiblesse de la part du gouvernement qui n'accepte pas en fait une opposition solide. Cette opposition a été violemment attaquée et les condamnations commencent à tomber, dont celui de chef de l'opposition, condamnation à 3 ans de prison ferme, ce qui veut dire que on veut empêcher son parti d'aller aux élections en décembre. Vous parliez d'opposition solide. Ces opposants donc condamnés avaient été arrêtés après des manifestations en avril dernier. Est-ce que l'opposition est vraiment forte et capable de donner de la voix en Gambie ? L'opposition n'est pas très très forte, mais je pense qu'on a noté quand même un certain courage d'une frange de l'opposition qui a commencé à montrer que on ne peut pas continuer d'aller à des élections si des réformes ne sont pas faites. Le code électoral qui a été changé en 2015 a été changé pour renforcer en fait le lead du président actuel, mais aussi resserrer les conditions même de participation de l'opposition. Tout ceci a été fait dans le dessein de pouvoir empêcher aux uns et aux autres de candidater, et ceci a été dénoncé. C'est juste pour vous dire que même si l'opposition en termes de score n'a pas été très 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 fort, aujourd'hui, quand même, on sent qu'en Gambie, il y a un ras-le-bol et je pense que ce pressentiment est déjà là, palpable, et le gouvernement sentant que les choses pourraient changer si les élections libres et indépendantes sont organisées, n'a pas voulu aller dans ce sens. Ces rassemblements du mois d'avril, c'est quelque chose d'inédit en Gambie ? Bien sûr, c'est inédit, avoir quand même des gens qui sortent comme ça spontanément pour vraiment protester, même si c'était un petit groupe. Je pense qu'on ne l'aurait pas imaginé en Gambie. Tellement la répression, la surveillance est partout. Les gens n'osent même pas se regrouper, sauf peut-être pendant des campagnes électorales où au moins on autorise ici et là des rassemblements. Sortir comme ça, je pense que c'était inédit et ça a envoyé un signal très fort au gouvernement qui, paniquant, n'a fait que réprimer pour éviter que ça se forme. Donc vous pensez que le pouvoir se sent réellement menacé, qu'il existe un risque ou une chance de voir les choses changer bientôt ? Bientôt, c'est relatif. En tout cas, le pouvoir s'est senti menacé. Le mythe est tombé. La peur commence à changer de camp. Ça, c'est réel. Les langues se délient en Gambie. Les gens commencent à parler. Les gens se sont mobilisés devant les tribunaux pendant les procès. Et même quand ils ont essayé de décentraliser les procès dans des régions lointaines, les gens se sont mobilisés pour aller soutenir les détenus. Ça, c'est inédit. Ça, c'est inédit et c'est une défiance. L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est les slogans, les messages que les gens sortaient au vu et au su pour dire qu'il doit partir, qu'on ne veut plus de terreur, de la dictature. Il y a quelques années, on se faisait emprisonner pour imprimer un t-shirt disant que Jammeh doit partir. Aujourd'hui, je pense qu'il s'est rendu compte que les choses commencent à bouger. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Tout dépendra des dynamiques internes, de la pression aussi internationale et surtout de la CEDEAO et des États membres de l'Union africaine. Amnesty International, par exemple, avait demandé justement à la CEDEAO de suspendre la Gambie. Est-ce que ça vous paraît faisable et est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? L'idée est très bonne et nous la soutenons parce que nous pensons que si rien n'est fait, le régime va continuer à persécuter, à tuer et à faire disparaître des gens. Donc, il faut des sanctions ciblées, des sanctions concertées. Le Parlement européen avait, en avril aussi, passé une résolution pour demander aux États membres de considérer ou d'envisager des sanctions ciblées, des mesures pour interdire le voyage à certains
membres du gouvernement qui auraient commis des actes de violation grave des droits humains. Tout ceci, nous soutenons. Il faut une action de la CEDEAO qui a déjà quand même entrepris plusieurs démarches. La CEDEAO avait boycotté les élections précédentes et donc tout ce que la CEDEAO déplorait en 2011, ça s'est davantage aggravé. Et donc nous estimons que la CEDEAO doit se ressaisir sérieusement du dossier de la Gambie et prendre ses responsabilités. Et ne pas envoyer d'observateurs, par exemple, c'est une bonne solution. Est-ce que finalement, ça donne pas un peu un blanc-seing au pouvoir en Gambie? Je pense que c'était une approche en 2011. Maintenant, il faut qu'on connaisse une stratégie globale de dire qu'est-ce qu'on fait si le régime continue à vouloir avancer dans son impunité. C'est pourquoi on a souligné avec d'autres organisations comme Amnesty et tant d'autres, article 19, de dire qu'il faut des sanctions multi-approches. Il faut restreindre l'assistance qu'à l'assistance humanitaire et ne pas soutenir des mécanismes ou bien des institutions étatiques qui contribuent à la violation des droits humains. Comment expliquer qu'il n'y ait pas déjà davantage de sanctions prises par des pays voisins et par des pays étrangers? Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'avertissements. La CEDEAO a fait 2 missions depuis avril en Gambie, mission conjointe avec les Nations Unies, juste pour essayer d'apaiser la situation et d'insister. Des chefs d'État sont allés en mission en Gambie. Tout ceci pour faire la pression. L'intérêt que les uns et les autres ont sur la Gambie vont déterminer le degré d'engagement. Merci Fatou Jeanne Senghor. Merci. Fatou Jeanne Senghor de l'association Article 19 répondait aux questions d'Anne Kantner. RFI, minuit et 51 minutes à Paris. Le rappel des principaux événements de l'actualité hors Afrique. Et on commence par les États-Unis où la convention du Parti démocrate qui doit investir Hillary Clinton pour la présidentielle américaine s'est ouverte il y a un peu plus de 2 heures à Philadelphie sur une image de désunion. Les partisans de Bernie Sanders laissant éclater leur mécontentement. Au moins 15 personnes, 15 morts dans une attaque à l'arme blanche près de Tokyo au Japon. L'attaque s'est produite dans un centre pour handicapés à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale nippone. Selon l'agence de presse japonaise citant la police, un suspect a été arrêté. D'autres médias rapportent qu'il s'est rendu dans un commissariat de police et a annoncé qu'il était l'auteur de l'attaque. Et puis en France, le président français donc François Hollande et le Premier ministre Manuel Valls sont montés au créneau ce lundi pour défendre Bernard Cazeneuve, accusé de travestir la vérité sur la sécurité le soir de l'attentat à Nice. Attentat qui, je vous le rappelle, a coûté la vie à 84 personnes le 14 juillet. Par ailleurs, la justice a été saisie par le ministre de l'Intérieur et par la policière municipale qui le met en cause. Et tout de suite, le journal des sports avec Hugo Moissonnier qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Hugo. Bonsoir Zéphirin, bonsoir à tous. À la une du football, le président de la FIFA a terminé ce lundi une visite de 2 jours à Abuja au Nigeria. Oui, accompagné de sa secrétaire générale, la sénégalaise Fatma Samoura, le Suisse Gianni Infantino a notamment rencontré les dirigeants du football nigérian, mais également 18 présidents de fédérations africaines. À la fin de son séjour, il a également fait une annonce, partisan d'une Coupe du Monde à 40 nations à partir de 2026 au lieu de 32 actuellement. Le président de la FIFA souhaite que l'Afrique profite pleinement de cette réforme si elle était adoptée. Parmi les 8 équipes supplémentaires, 2 devraient être africaines, a-t-il déclaré. À l'heure actuelle, 5 équipes du continent participent au mondial, à une exception près. Elles étaient 6 en 2010 à l'occasion de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Toujours au Nigeria, l'équipe olympique a été dévoilée. Les Super Eagles pourront compter sur le capitaine emblématique de leur équipe senior, John Obi Mikel. Le milieu de terrain de Chelsea fait partie des 2 joueurs âgés de plus de 23 ans de l'effectif. 3 sont autorisés par équipe. À 29 ans, il sera le seul grand nom des Super Eagles à Rio. D'autres stars, jeunes ou moins jeunes, n'ont pas été libérés par leur club, à l'image de Kelechi Iheanacho, la jeune pépite de Manchester City, ou d'Odion Ighalo, le buteur de Watford. Au Brésil, le Nigeria sera opposé au Japon, à la Suède, à la Colombie. Dans le groupe B, première équipe africaine en or au JO, c'était en 1996 à Atlanta. Les Super Eagles représenteront l'Afrique en compagnie de l'Algérie et de l'Afrique du Sud chez les hommes. L'Afrique du Sud également présente chez les femmes avec le Zimbabwe. Événement plus modeste que les JO, le championnat du Burkina Faso remporté par un outsider. Après un premier titre en 2005, le Rail Club du Kadiogo grimpe une nouvelle fois sur le toit du pays des hommes intègres dans une saison où les petits, entre guillemets, ont bousculé les gros. Gabriel Barois. Achevé dans les délais grâce à une gestion rigoureuse du calendrier par la Ligue de football professionnel,
Le championnat national de D1 du Burkina Faso consacre au terme de 30 journées de compétition le Rail Club du Kadiogo en tête avec 60 points. Une place qualificative pour la Ligue africaine des champions. L'équipe du président Amadou Traoré, qui a brillé tant par ses résultats que par son organisation administrative et financière, coiffe sur le poteau l'Union sportive de Ouagadougou, 56 points, suivi du Racing Club de Bobo Dioulasso, retardé de 5 points. La Sfaïnéga, 4e, échoue au pied du podium, tandis que l'étoile filante de Ouagadougou, davantage reléguée à un rang subalterne, ne termine que 7e. La chute des deux grands du football burkinabé, qui ont beaucoup souffert de leur inorganisation, se sont souvent retrouvés sur la ligne de flottaison et ont même craint par moments la relégation, la preuve que le monde et les temps ont changé. Les petites formations d'hier et les clubs issus des centres de formation qui ont amélioré leur budget se sont présentés avec les meilleures ambitions et les meilleurs projets de jeu. Les équipes provinciales de l'Union sportive du Yatenga et le Bangui Sport de Dédougou sont reléguées en 2e division. Gabriel Barois, Ouagadougou, RFI. Enfin, le marché des transferts se poursuit. Un grand espoir égyptien signe en Première Ligue. Son nom, Ramadan Sobi, retenez-le bien, 19 ans, désormais ex-joueur du National du Caire. Il rejoint l'Angleterre et Stoke City, moyennant environ 6 millions d'euros. Sobi a débuté en équipe première à 16 ans et il compte déjà 7 sélections avec les Pharaons d'Égypte. Et il a joué un grand rôle dans la reconquête du titre de champion d'Égypte cette année. Merci Hugo Moissonnier, c'est la fin de cette édition d'Afrique Soir. À la coordination Bernard Najot, assisté de Cécile Périllard, à la réalisation Vivian Le Cuivre. Merci à toutes et à tous. À suivre le zapping d'Appel sur l'actualité. Et si le temps d'un été, 20 jeunes prenaient le contrôle des ondes pour raconter le monde avec Pauline Mocor et Alice Milou? Salut Thomas, ça va? Ça va et toi? Bah écoute bien, quoi de neuf? Bah j'ai vu sur internet que le 11 septembre c'était un complot. Non mais t'es trop influençable mec. Mais non, pourquoi tu dis ça? Non mais tu crois vraiment n'importe quoi. Non mais je te jure, Michael Jackson il est pas mort. Non sérieux. Mais oui, tu verras ça dans l'émission Le Monde est à nous. On parlera jeunesse sous influence. Ah ouais, c'est ce dimanche à 16h10 TU sur RFI? C'est ça. On y sera ce dimanche à 16h10 TU sur RFI. Suivez le zapping d'Appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Après l'intronisation la semaine dernière de Donald Trump comme candidat des Républicains, c'est au tour des démocrates d'investir Hillary Clinton. Le duel Clinton-Trump, vous en parliez ce matin. Écoutez quelques-unes de vos réactions. Les premiers sentiments qu'il suscite, c'est la peur et la curiosité. Quand il traite certains Africains de paresseux, d'imbéciles, Donald Trump a affiché carrément son nationalisme et son protectionnisme pour les États-Unis. Et donc, je ne pense pas que ce soit l'Afrique qui va être la priorité dans la politique que va mener Donald Trump. J'ai personnellement peur que Trump ne soit à l'Amérique ce que fut Hitler à l'Europe. La politique d'immigration est la solution qu'il faut pour réduire ou alors arrêter les attentats dans le sol américain. On dit qu'il est islamophobe, mais attendez, je pense qu'il est normal d'être réticent envers les ressortissants des pays où le radicalisme islamiste est de plus en plus grandissant. Les présidents Bill Clinton ont lutté avec les talibans, Bush avec Al-Qaïda, Obama avec Daesh, rien n'a changé. Donc la solution viendrait à fermer la porte à tout ce qui entre sans objectif. Donc, ou alors ouvrir pour une immigration choisie. Nul ne doit entrer là-bas ou chez quelqu'un sans objectif. Les États-Unis, c'est un pays d'immigrés. Quand ils s'attaquent aux Noirs, aux Hispaniques, alors il espère avoir le vote d'actif. C'est ça la grande question. C'est quelqu'un qui ne sait pas faire en réalité la différence entre le business et la politique. Il veut ériger un mur avec le Mexique en le faisant payer le Mexique en plus. Donc c'est pas lui qui paierait le mur qu'il veut pour s'isoler. Moi je suis choquée parce que c'est l'inverse de ce qui se passe dans le monde actuel où les échanges sont élargis concernant des accords commerciaux. Or tout ça est remis en cause avec un discours qui varie d'une fois à l'autre selon la réaction de ses électeurs. Et on se retrouve demain à 8h10 TU. Nous parlerons du dialogue politique en RDC. Comment réunir autour d'une même table le pouvoir et l'opposition. RFI, la sélection du mois. Qui est juste belle à regarder. Madame. Dans le bleu d'un ciel d'été. Quand s'endort son Altesse, bercé par mes promesses.
Danakil. Nous passerons toutes les nuits debout, toutes les journées à réfléchir à tout ça, et nous saurons